Il est monté sur le trône de la Rome impériale à l'âge de 17 ans pour régner sur la plus grande puissance militaire de l'Antiquité. Aujourd'hui, il passe pour un monstre sanguinaire, cruel et fou allié. Un tyran qui a assassiné son frère, sa mère et son épouse. Un artiste manqué qui s'est ridiculisé en public. Mais Néron a-t-il vraiment été ce monstre qu'on décrit? Ou bien a-t-il été victime d'une campagne de diffamation? Ses biographes ont-ils exagéré ses crimes? La Rome antique, sa morale, ses terreurs et sa brutalité sont difficilement concevables aujourd'hui. Mais une chose est sûre, le peuple romain aimait Néron. Néron, de son nom de naissance Lucius Domitius Claudius Nero, est proclamé empereur de Rome à l'âge de 17 ans. Il sera vénéré comme un dieu. Mais au début de son règne, il n'est qu'une marionnette manipulée par une mère ambitieuse nommée Agrippine. Agrippine est la sœur de l'empereur Caligula, la veuve de l'empereur Claude, et désormais la mère de l'empereur Néron. Quand on lui a prédit que son fils régnerait et qu'il la tuerait, elle a répondu qu'il me tue, pourvu qu'il règne. À l'université Humboldt de Berlin, des historiens s'intéressent aujourd'hui au Néron historique. Claudia Tirsch est spécialiste de la femme dans la Rome antique. Pour faire la part de la vérité dans les biographies de Néron, Claudia Tirsch se penche sur les femmes qui ont joué un rôle dans la vie de l'empereur, à commencer par sa mère, Agrippine. Cette prophétie est une invention rapportée par Tacite et Dion Cassius 50 ou 100 ans après la mort de Néron. Cette invention est géniale parce qu'elle lie le destin de ces deux personnages. Elle établit un lien entre l'ambition d'Agrippine et la destinée de Néron. Elle est vraisemblablement inspirée des rumeurs qui circulent à cette époque. Agrippine et Néron sont de purs produits de Rome. Pour les comprendre, il faut étudier la société dans laquelle ils évoluent. Une société régie par la loi du plus fort et soumise aux caprices des dieux. Il y a 2000 ans, le Capitole est le centre religieux de Rome. Il est surmonté d'un temple consacré à Jupiter, le premier dieu romain. C'est à lui qu'Agrippine sacrifie. Aujourd'hui, une statue équestre de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se dresse sur l'emplacement du temple antique. Marc Aurèle a été un bon empereur, d'après les historiens latins. Mais qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais empereur, selon les critères de la Rome antique? L'empereur règne sur le monde depuis le Forum romain, qui est le centre du pouvoir dans la Rome impériale. Sous Néron, Rome compte 1 million d'habitants. C'est une société de classe. Les ouvriers journaliers et les chômeurs forment le plus grand groupe. Les esclaves représentent un tiers de la population.
Ils sont la propriété de leur maître, au même titre qu'un animal ou une villa. Seuls les aristocrates ont les moyens d'entretenir des esclaves. Ce sont les patriciens, les citoyens les plus fortunés, les puissants. Ils représentent moins d'1% de la population. Néron aime la Rome populaire. D'après ses biographes, il se promène la nuit dans les bas quartiers. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Toute sa vie, il cherchera à gagner la faveur de la plèbe pour asseoir son pouvoir. Mischa Mayer est un historien spécialiste du Haut Empire romain. Lui aussi enquête sur le Néron historique. Il est très critique à l'égard des biographies rédigées par Tacite, Suétone et Dion Cassius. Cette histoire de Néron qui s'encanaille dans les bas-fonds ne lui paraît guère crédible. Le problème avec ce genre d'histoire, c'est qu'elles peuvent vite devenir des poncifs littéraires dont on affuble les souverains qui ont mauvaise réputation. C'est ce qui a pu se passer avec Néron. La bibliothèque Herzog August en Allemagne possède une collection remarquable de textes antiques. Les chroniqueurs des siècles passés faisaient souvent primer leurs intérêts sur la vérité historique. Les historiens modernes s'en méfient beaucoup. Néron a eu 3 biographes. Ce sont nos seules sources d'information. Il s'agit de Tacite, Suétone et Dion Cassius. Tacite était encore enfant à la mort de l'empereur. Suétone est né quelques années après sa mort. Quant à Dion Cassius, il a vécu au siècle suivant. Tacite et Dion Cassius appartiennent à la classe des sénateurs. Suétone est d'un rang inférieur, mais il écrit également pour un public d'aristocrates. Or, Néron n'est guère apprécié dans ces milieux. Donc, dès le début, ces auteurs nous donnent une image très négative et déformée de la réalité. C'est un vrai problème pour les historiens. Suétone cherche à divertir plus qu'à informer. Ses personnages sont authentiques, mais les faits qu'il narre ne le sont pas forcément. On ne peut pas juger l'historiographie antique selon des critères modernes. Les auteurs latins cherchaient avant tout à produire une œuvre littéraire, et ils composaient leurs ouvrages dans cette perspective. Pour démêler le vrai du faux, le fait historique de l'invention littéraire, les historiens s'interrogent sur la relation que les biographes de Néron entretenaient avec leur sujet. Voici le mausolée d'Auguste, le premier empereur de Rome. Au 1er siècle, seuls les membres de sa famille peuvent prétendre à sa succession. Ils ne sont pas plus d'une dizaine dans tout l'Empire, et ils se livrent une lutte implacable. Agrippine, arrière-petite-fille d'Auguste, tente de renverser son frère, l'empereur Caligula. Lorsque son plan est découvert, elle est condamnée à l'exil. Son fils, Néron, grandira loin d'elle. L'éducation qu'il reçoit n'est pas celle d'un prince. Est-ce pour cela qu'à l'âge adulte, il ne se comportera pas comme on l'attend de lui ? D'après les sources antiques, Néron s'intéresse dès son plus jeune âge à la littérature, à l'art, à la poésie, à la danse et surtout aux courses de chars. Dans sa prime enfance, lorsque sa mère est en exil, on le confie à sa tante Domitia. On admet généralement que chez elle, il est élevé par un barbier et un danseur. Est-ce déterminant ? On l'ignore, mais son goût pour les arts est attesté dès l'enfance. De retour à Rome,
Agrippine reprend en main l'éducation de son fils. Elle recrute comme précepteur le philosophe stoïcien Sénèque. La vue sur le mont Palatin, depuis le Circus Maximus, les ruines des palais impériaux suggèrent la grandeur des empereurs romains. Agrippine se ferait un chemin jusqu'au cercle étroit du pouvoir. En 49, après l'assassinat de son frère, l'empereur Caligula, elle épouse Claude, son oncle, qui a pris sa succession. Tacite écrit « Dès ce moment, la révolution fut complète. Tout obéissait à une femme. » Sénèque se révèle un bon précepteur pour le fils d'Agrippine. À 40 ans passés, c'est un philosophe et un dramaturge admiré, ainsi qu'un brillant orateur. Il est à l'écoute de ses contemporains et analyse leurs problèmes avec un sens aigu de la psychologie. Il enseigne la rhétorique et le stoïcisme à Néron et devient son plus proche conseiller. Agrippine fait un excellent choix en désignant Sénèque comme précepteur de Néron. Sénèque est déjà connu en tant que philosophe, écrivain et homme politique. Son traité, intitulé « De la colère », exhorte le lecteur à maîtriser ses impulsions. C'est exactement ce qu'il faut à cet enfant impulsif. Agrippine espère trouver en Sénèque un allié politique, puisque c'est grâce à elle qu'il a été rappelé à Rome. Mais elle veut avant tout un bon précepteur pour son fils, qu'elle voue aux plus hautes fonctions. L'empereur Claude règne depuis près d'une décennie lorsqu'il adopte Néron en 50. Agrippine obtient le titre d'Augusta, impératrice. Claude est une figure controversée. D'après Suétone, il a un faible pour les plats de champignons et les jeunes filles. D'ailleurs, Agrippine, son épouse et nièce, a 26 ans de moins que lui. Les auteurs latins le décrivent comme un empereur ignare, faible et méchant. Mais d'après les historiens modernes, c'est en réalité un bon administrateur, prudent et avisé. Le 13 octobre 54, écrit Suétone, la famille impériale est réunie pour le repas. On sert des champignons, le mets favori de Claude. Néron, en fils dévoué, est assis aux pieds de sa mère. Britannicus est présent. C'est le fils chéri de Claude et le principal rival de Néron pour la succession au trône. À l'instigation d'Agrippine, Néron a épousé Octavie, la fille de Claude. Ce n'est pas un mariage d'amour, mais une alliance politique. Elle fait de Néron le gendre de son père adoptif et le frère adoptif de son épouse. En adoptant Néron, Claude a signé son propre arrêt de mort. Suétone décrit le complot ourdi contre l'empereur avec force détails. Après avoir mangé les champignons, l'empereur suffoque. Agrippine l'a empoisonné, d'après Suétone. Le médecin est complice. Sous prétexte de faire vomir l'empereur, il lui introduit dans la gorge une plume imprégnée d'une seconde dose de poison. Agrippine a-t-elle empoisonné Claude, son mari? La question est très controversée. Dans les textes latins, certains épisodes sont décrits avec beaucoup de détails.
La règle qui prévaut est que plus l'auteur a vécu à distance des événements qu'il narre, et plus il fournit de détails, moins son récit est crédible. Alors, empoisonnement ou accident? La question restera ouverte. En 54, Néron est proclamé empereur. Agrippine triomphe. La première partie de la prophétie s'est réalisée. Elle a été sœur et amante de l'empereur Caligula, épouse de l'empereur Claude. La voici mère de l'empereur Néron. Jamais une femme n'a joui d'un tel pouvoir dans l'Empire. Agrippine dispose d'une immense fortune qui lui permet de s'allier les puissants et d'acheter tous ceux qui occupent un poste stratégique. Mais surtout, elle a l'armée avec elle. Rome domine une grande partie du monde. C'est avant tout une puissance militaire qui s'appuie sur un art de la guerre consommé. Des bas-reliefs postérieurs d'un demi-siècle à Néron illustrent le quotidien des armées. Une unité de combat. Des tactiques sophistiquées comme la formation en tortue. Des machines de guerre telles que les tours de siège et les balistes. Mais surtout, l'entraînement et la discipline de fer des légionnaires. Sous Auguste, les légions sont au nombre de 25, pour un effectif total compris entre 100 000 et 150 000 hommes. Rome possède l'armée de conquête la plus puissante de l'Antiquité. L'empire de Néron s'étend du sud-est de la Grande-Bretagne, au nord de l'Afrique. Il intègre une grande partie de l'Égypte et s'étire à l'est jusqu'à la Cappadoce et la Syrie. Il compte près de 70 millions d'habitants, pour une superficie de l'ordre de 10 fois la France. L'empereur détient tous les pouvoirs. Mais dans les faits, c'est sa mère qui tire les ficelles. Agrippine entreprend d'éliminer un à un tous les membres de la famille impériale. Sa première victime sera Lucius Iunius Silanus, dont le seul crime est d'être un arrière-petit-fils d'Auguste, et donc un rival de Néron. Agrippine l'empoisonne avec des champignons. Il faut bien comprendre que dans l'ordre politique du Haut-Empire, un souverain n'a pas d'autre choix que d'éliminer ses rivaux s'il veut assurer son pouvoir et rester en vie. Ça n'a rien à voir avec la morale. C'est une assurance sur la vie et un moyen de se maintenir au pouvoir. Une pièce d'or romaine frappée en 54 montre Néron et Agrippine tournés l'un vers l'autre. Sur la face, traditionnellement réservée à l'empereur, sont inscrits les titres d'Agrippine. Agrippine a beau n'être que la mère de l'empereur, elle se considère comme la vraie souveraine. Elle l'affiche de manière offensive, en recevant des légations ou en rédigeant des courriers officiels, par exemple. Une pièce d'argent la montre même couronnant son fils, comme si Néron recevait le pouvoir de sa mère. Durant les 2 premiers mois, elle se présente comme la véritable souveraine. Sénèque, le précepteur de Néron, a lui aussi des ambitions. Il gagne en influence auprès de l'empereur et accroît sa fortune en jouant les intermédiaires dans les marchés publics et en pratiquant l'usure. C'est un homme avec lequel il faut désormais compter. Mais Néron commence à s'émanciper de la tutelle de sa mère, surtout depuis qu'il a découvert l'amour sous les traits d'Actée. Cette belle esclave affranchie, née en Grèce de parents syriens, est bien plus avenante qu'Octavie, son épouse. Elle aura la faveur de l'empereur jusqu'à sa mort.
Acté est importante dans la mesure où elle joue un rôle dans l'émancipation de Néron. Néron commence à se libérer du joug de sa mère. C'est un vrai problème pour Agrippine. Pas parce que Acté aurait des ambitions politiques, elle n'en a pas. Elle est simplement amoureuse de Néron. Mais Agrippine craint que son fils ne lui échappe. Voilà pourquoi elle cherche à empêcher cette liaison, sans succès. Une certaine Locuste va passer à la postérité grâce à Tacite et Dion Cassius, comme empoisonneuse. C'est elle qui a fourni le poison pour assassiner Claude. Les assassinats politiques sont monnaie courante à Rome. Il arrive que les membres de la famille impériale absorbent de petites doses quotidiennes de poison pour s'immuniser. Karl-Heinz Leffen est historien de la médecine. Il s'est intéressé aux assassinats commis dans le palais de Néron et à l'usage du poison dans l'aristocratie romaine. Lui aussi fait une lecture critique des sources antiques. Locuste est-elle une invention des auteurs latins ou un personnage qui a réellement existé? Les empoisonnements étaient une réalité dans les maisons royales hellènes et dans la Rome impériale. Concernant les meurtres imputés à Néron, les sources mentionnent une personne, Locuste, qui sort ainsi de l'ombre dans laquelle se tiennent habituellement les empoisonneurs. Locuste est une figure historique qui, après avoir rendu divers services à l'empereur Néron, finit condamné à mort et empoisonné par l'un de ses élèves. Britannicus est le fils de Claude et Messaline, sa troisième épouse. Il est le frère adoptif de Néron. Il atteindra l'âge de la majorité, fixé à 14 ans, en 55. C'est le principal rival de Néron. Il descend d'Auguste par sa mère et par son père, ce qui lui confère une plus grande légitimité. Mais on murmure qu'il souffre d'épilepsie. D'après Tacite et Dion Cassius, Néron demande à Locuste d'empoisonner Britannicus. L'empoisonneuse accepte de devenir complice du premier crime de Néron. Les auteurs latins nous présentent ces faits comme avérés, ce qui n'est pas le cas. En ce qui concerne Néron et le Haut-Empire, les auteurs latins ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé derrière les murs du palais, ni comment se sont déroulés ces prétendus assassinats. D'ailleurs, ils disent regretter amèrement de ne pas être mieux renseignés. Donc leur histoire ne tient pas la route. Tacite décrit les circonstances de la mort de Britannicus en février 55. Son récit est trop détaillé pour être vrai. Le voici. On sert d'abord à Britannicus une boisson chaude, goûtée par un esclave. Britannicus demande qu'on y ajoute de l'eau froide, et c'est cette eau qui contient le poison. Tacite accuse ouvertement Néron d'avoir assassiné son frère adoptif. Non content de lui imputer un crime, les trois auteurs latins dénigrent Néron par diverses allusions parfaitement comprises de leurs contemporains. Les auteurs latins associent généralement les assassinats politiques à des faiblesses morales. Ce sont les mauvais souverains et les personnes immorales qui commettent des assassinats, ou pire encore des empoisonnements, jugés particulièrement condamnables. Les bons souverains ne commettent pas ce genre de crime. Britannicus meurt sur le champ, rapportent les historiens romains. Mais ce n'est guère plausible. Dans l'Antiquité romaine, on ne connaissait pas de poison aussi fulgurant.
Néanmoins, si on compare les écrits des différents auteurs latins, l'empoisonnement de Britannicus reste un fait acquis. Pour le pharmacologue que je suis, la mort soudaine après ingestion d'un poison est impossible. Quelle que soit la substance employée, elle doit être absorbée par l'organisme. Elle doit pénétrer dans l'intestin, par exemple, pour produire une action sur le cerveau ou le cœur, et cela prend du temps, au moins quelques minutes, peut-être même une heure. Mais pour le peuple, la cause est entendue. Et on lit bientôt sur les murs de la ville « Néron, fratricide ». La mort de Britannicus est un coup dur pour Agrippine. Jusqu'alors, elle pouvait faire pression sur son fils en lui disant « Ton frère adoptif est plus légitime que toi, car c'est un vrai Claudien. Toi, tu n'es que le fils adoptif de Claude. » La donne change au Forum romain. La mort de Britannicus met un coup d'arrêt aux ambitions politiques d'Agrippine. Néron profite de l'événement pour écarter sa mère du pouvoir. Il lui retire sa garde personnelle de Germain et l'oblige à quitter le palais impérial. Désormais, Néron détient seul l'autorité. Commence alors ce qu'on appellera les 5 bonnes années de son règne. Ses 2 principaux conseillers sont Sénèque et Burrus, commandants de la garde prétorienne. La période est faste pour Rome. La paix règne et l'Empire prospère. Sénèque rédige De la Clémence, un ouvrage dans lequel il s'adresse au jeune empereur et le présente comme un bon souverain. Néron a-t-il été un empereur particulièrement clément ou non? C'est difficile à dire. Quelques épisodes rapportés par les auteurs latins suggèrent qu'il n'était pas ce monstre sanguinaire qu'on a dépeint plus tard. Quand il a été question d'exécuter les quelques 400 esclaves de Lucius Pedanius Secundus, le peuple a manifesté son mécontentement. Néron l'a entendu et a essayé d'empêcher cette exécution. Les esclaves sont la colonne vertébrale de la société romaine. Ils sont bien plus nombreux que les maîtres. Ainsi, ils sont près de 300 000 à Rome. Hantés par la crainte d'une révolte d'esclaves, la noblesse réprime sévèrement toute insurrection. L'usage veut qu'un esclave qui a tué son maître soit exécuté en même temps que tous les esclaves de la maison. Lucius Pedanius Secundus possédait 400 esclaves, hommes, femmes et enfants. Tous doivent être crucifiés. Le Sénat a insisté pour qu'on respecte la loi qui voulait que dans pareil cas, tous les esclaves de la maison fussent exécutés. Et Néron s'est plié à sa volonté. On justifie la peine collective en arguant que pour tuer son maître, l'esclave devait nécessairement avoir des complices parmi les autres esclaves. Et on exécutait même les nouveau-nés. Si Néron tente d'abord de s'opposer à la tradition, il finit par s'y plier, malgré le mécontentement populaire. Le Sénat romain n'a pas de véritable pouvoir politique. Il propose des lois, mais l'empereur peut les rejeter. Néron et ses conseillers n'ont qu'un respect de façade pour les sénateurs. Caligula, l'oncle de Néron, les a ridiculisés. Il les a dépossédés. Et il en a même poussé certains au suicide. Il n'en demeure pas moins que les sénateurs forment le patriciat, l'élite de la société romaine.
il possède de grandes fortunes et représente une puissance financière. Le jeune Néron ne veut pas se fâcher inutilement avec eux, mais n'hésite pas à franchir le pas quand la situation l'exige. Les latifundia sont des domaines agricoles de la taille d'un département français. Ils appartiennent aux chevaliers romains. Les plus grands emploient jusqu'à 60 000 esclaves. Leurs récoltes sont écoulées sur les marchés de Rome. Elles ne sont pas soumises aux droits de douane. À l'inverse, les produits originaires des provinces sont taxés à l'entrée de chaque port et de chaque ville. Ce système est très favorable aux propriétaires de latifundia. Il représente également une manne pour les nombreux sénateurs qui ont pris à ferme la perception des droits de douane. Néron découvre qu'il y a des injustices et surtout des abus dans la perception des droits de douane par les sociétés de publicains. Certaines se sont considérablement enrichies. Dans un élan d'enthousiasme, il est tenté d'abolir totalement les droits de douane. Heureusement, le Sénat le freine, notamment parce que certains sénateurs sont eux-mêmes fermiers des impôts. Les droits de douane continueront d'être perçus, mais Néron met un terme à certains abus. Néron contrecarre également les ambitions ministérielles des sénateurs. Comme ses prédécesseurs, il préfère nommer comme ministres des esclaves affranchis qui ont sa confiance absolue. L'empereur a l'armée avec lui et le soutien du peuple. Au 1er siècle, un empereur romain avait besoin d'être accepté par le peuple. Si le peuple se défiait de lui, cela pouvait lui causer des problèmes. Néron le savait et il a cherché la faveur du peuple, peut-être un peu trop d'ailleurs, et sans doute un peu plus que d'autres empereurs du 1er siècle. Plusieurs épisodes de son règne montrent qu'il tenait beaucoup à se concilier le peuple. Caligula craignait tant le peuple qu'il souhaitait qu'il n'eût qu'une seule tête afin de pouvoir la trancher d'un coup. Sur le mont Vatican, il lance la construction d'un cirque que Néron achèvera. Et il fait venir d'Héliopolis en Égypte un obélisque qu'on peut admirer aujourd'hui encore sur la place Saint-Pierre. En 57, Néron lance une offensive de charme à destination du peuple romain. Il distribue des présents de toutes sortes sous forme de bons. Certains se voient gratifiés de terres ou de vaisseaux. Du pain et des jeux. Voilà les moyens qu'il emploie pour se concilier la plèbe, flatter que le prince partage ses goûts. Enfant, Néron voulait devenir conducteur de chars. Adolescent, il joue à organiser des courses de petits chevaux de bois. Au cirque, il soutient l'écurie des Vers. Pour moi, Néron est une figure tragique, dans la mesure où il a été contraint toute sa vie d'endosser des rôles dont il ne voulait pas et qu'il ne pouvait pas tenir. Les manquements qu'on lui a reprochés relèvent moins de son incompétence que du fait que sa vocation était ailleurs. Néron n'a pas le goût de la politique. Il aime la poésie, la musique, la danse et surtout le théâtre. Or, pratiquer les arts vivants n'est pas digne d'un aristocrate. Les musiciens et les comédiens sont tout en bas de la hiérarchie sociale romaine. Rome est une puissance militaire tournée entièrement vers la guerre. Contrairement à la Grèce antique,
Elle considère que seul l'exercice physique à caractère militaire est louable. Toute autre pratique est perçue comme un signe de faiblesse. Un prince artiste est une chose inconcevable. Or, Néron aime le chant. Il se muscle les cordes vocales en chantant avec des tablettes de plomb sur la poitrine. Il fait des exercices de respiration et écrit des poèmes dans la solitude de son palais. On n'a que très peu d'éléments pouvant nous éclairer sur les talents artistiques réels de Néron. On ne connaît que quelques vers de lui, par exemple. Mais il semble qu'il n'était pas dénué de talent et qu'il avait un don pour les arts. Néron n'est pas l'artiste raté que les historiens latins ont voulu voir en lui. D'après le philosophe Musonius, il possède une voix de basse agréable, même si elle manque de puissance. Néron semble conscient de cette faiblesse, puisqu'il demande des cours à Terpnus, un célèbre chanteur et joueur de sitar. Le jeune empereur vit des années d'insouciance. Il peut céder à son penchant artistique, sans que son autorité en pâtisse. Mais un fossé se creuse entre lui et sa mère, qui n'a que mépris pour les ambitions artistiques de son fils. Au début, Néron dit à la garde prétorienne « meilleure mère », ce qui signifie qu'il fait encore entièrement confiance à sa mère. Puis il constate peu à peu que sa mère ambitionne le pouvoir pour elle-même, qu'elle est sa rivale et qu'il y a un vrai risque qu'elle se serve de ses relations dans l'armée et l'aristocratie pour l'évincer, le remplacer, voire l'assassiner. 59 est une année charnière pour la mère et le fils. Néron tombe amoureux de Poppée, une femme ambitieuse, célébrée pour sa grande beauté. Elle ressemble beaucoup à Agrippine. Elle est issue de la noblesse, elle a une incroyable soif de pouvoir et elle est prête à tout pour l'obtenir. Elle manœuvre très habilement pour approcher Néron et devenir sa maîtresse. Mais elle est encore loin d'obtenir le mariage. Agrippine est le principal obstacle sur son chemin. D'après les auteurs latins, Néron et Poppée s'entendent à merveille. Ils ont le même sens de l'humour, le même goût pour les arts et le théâtre. Mais Poppée ne se contente pas de partager la couche de l'empereur. Elle veut le mariage. Pour cela, elle doit évincer Octavie, quitte à entrer en guerre avec Agrippine. Néron craignait de plus en plus sa mère. Il se méfiait d'elle depuis toujours et cela le mettait désormais en panique. C'est ce qui l'a conduit, en fin de compte, à céder aux pressions de Poppée et d'autres personnes de son entourage et à supprimer définitivement cette menace en commettant un matricide. Néron met en scène la mort de sa mère, avec beaucoup de théâtralité. Il aime les tragédies et les batailles navales. Son plan grotesque tient des deux. Il imagine en effet un naufrage. Dans le plus grand secret, il fait aménager une sorte de vaisseau de la mort. Le toit de la cabine, lesté de plomb, doit s'écrouler en mer et faire couler le navire. Ce fameux navire aménagé spécialement pour qu'il se disloque en mer montre que Néron cherche avant tout à mettre en scène un grand spectacle, comme à d'autres occasions de sa vie. Le meurtre de sa mère doit être une tragédie spectaculaire. En mars 59, Néron invite sa mère à un banquet de réconciliation dans sa villa de Baule. Après le festin,
la galère piégée vient la chercher pour la reconduire chez elle. Elle se brise en mer comme prévu. Mais Agrippine parvient à regagner la côte, à la nage. Elle envoie aussitôt un message à Néron pour lui faire savoir qu'elle est indemne. En femme habile et maîtresse d'elle-même, elle ne porte aucune accusation et ne fait aucun reproche. Se sachant découvert, Néron imagine la vengeance de sa mère et perd la tête. L'empereur Domitien, un successeur de Néron, a dit en substance « On ne croit qu'au complot qui aboutisse ». Le problème de Néron est qu'Agrippine a un bon réseau de relations et qu'elle pourrait attenter à sa vie. Donc, il se dit que l'attaque est sa seule défense. Néron ordonne donc qu'on tue Agrippine. À en croire les auteurs latins, la mère de l'empereur tendra son ventre à ses assassins pour qu'ils le frappent. Pour justifier son acte devant le Sénat, Néron a accusé Agrippine d'avoir tenté de le tuer. La plupart des sénateurs ont acquiescé. Le peuple aussi était divisé sur la question. Néron le savait. Mais l'élite romaine dans son ensemble considérait probablement les meurtres dynastiques comme faisant partie de l'ordre politique. Mais comment va réagir la plèbe? Des inscriptions fleurissent sur les murs de la ville. Néron, matricide. L'empereur craint que le peuple ne s'en prenne à lui. Quand il ose rentrer, il est reçu par des acclamations de joie. Le peuple et le Sénat viennent à sa rencontre aux portes de la ville et l'escortent à l'intérieur. Il fait une entrée triomphale. Néron a toujours souffert d'angoisse. Mais il s'éveille désormais en pleine nuit, pris de panique. D'après Tacite, toute sa vie, il sera poursuivi en songe par le spectre de sa mère et par les furies, les déesses de la vengeance. À la fin du XIXe siècle, on s'est mis à évoquer la folie de certains empereurs romains. On a même parlé d'une démence de César. Mais on ne peut pas plaquer des tableaux cliniques psychiatriques a posteriori sur des personnages qui ont vécu il y a 2000 ans. Néron a enfreint les règles non écrites d'un bon principat. Les auteurs latins très influencés par les sénateurs le lui ont fait payer. Autrefois, on immolait les prisonniers de guerre sur la tombe des vaillants hommes, écrit Servius, un commentateur de Virgile. Mais plus tard, il parut moins cruel de les faire combattre les uns contre les autres sur ces tombeaux. À l'époque néronienne, les gladiateurs risquent leur vie, et nombre d'entre eux la perdent. Ils sont l'un des éléments les plus connus de la civilisation romaine. Un combat de gladiateurs est-il moins cruel qu'un sacrifice humain? Aux yeux des Romains, oui. D'une part parce qu'il n'est pas toujours mortel, et d'autre part parce que l'homme qui meurt en combattant meurt dignement. Le cinéma a véhiculé une image faussée des combats de gladiateurs. Les combattants ne mouraient pas toujours, loin s'en faut. On estime aujourd'hui que seul un gladiateur sur 8 trouvait la mort dans les cirques romains. Mais Néron ne goûte guère ces spectacles. Il préfère les arts. Néron ne prisait guère les jeux de gladiateurs, et il a même tenté de les limiter. En tout cas, il a tenté de réduire le nombre de morts.
Aux yeux des patriciens, c'est un nouvel aveu de faiblesse, car seules deux choses peuvent apporter la gloire éternelle à un noble romain: une victoire militaire ou une mort honorable. La guerre est tout pour l'aristocratie romaine. Elle est le fondement même de sa fortune. Même si elle coûte des vies, les conquêtes militaires sont synonymes d'honneur pour les fils et de richesse pour les pères, chargés d'administrer les nouvelles provinces. Le relatif désintérêt de Néron pour les conquêtes militaires lui vaudra des ennemis. L'élite considère l'expansion de l'Empire comme le but suprême, et elle juge les empereurs sur ce critère. Or, Néron ne fait rien pour étendre l'Empire, et cela nuit à sa réputation. Les ruines du temple de Janus. En temps de paix, ses portes étaient fermées. Cela ne s'est produit que sous 3 empereurs romains, dont Néron. La politique extérieure est certainement l'un des aspects les plus marquants du règne de Néron, même si on a beaucoup dit qu'il n'était pas assez offensif. Sa force a été de nommer les bonnes personnes. Il a choisi des généraux très compétents qui ont su allier la pression militaire à d'autres mesures pour formuler une réponse graduelle. Les conflits apparus durant le règne de Néron ont été réglés soit par une campagne militaire couronnée de succès, comme en Grande-Bretagne par exemple, soit par l'action conjointe de l'armée et de la diplomatie. Mais alors pourquoi Néron est-il perçu comme un tyran cruel? Est-ce à cause de son comportement brutal envers ses proches, en particulier la malheureuse Octavie, son épouse? En vérité, Octavie et Néron s'ignorent mutuellement durant toutes leurs années de mariage. Leur relation se caractérise par une grande froideur. Leur union est de nature purement politique. Néron reconnaît qu'ils sont mariés et que sa femme doit avoir les insignes du mariage, mais il ne sera jamais amoureux d'elle. Octavie, quant à elle, est fidèle à son mari. Elle ne représentera jamais une menace pour lui, ne serait-ce que parce que c'est une femme très effacée. Octavie a beau être discrète, elle est aimée du peuple. Aussi, quand Néron la répudie afin d'épouser Poppée, la plèbe s'indigne. Comment Néron et Poppée vont-ils faire pour se débarrasser de l'ex-épouse qui a la sympathie du peuple? Pour une fois, Néron va passer outre les sentiments de son peuple. Est-ce l'amour qu'il porte à Poppée qui lui fait tourner la tête? Toujours est-il qu'il commence par exiler Octavie dans une province reculée, avant de l'accuser de haute trahison. Le peuple en colère prend fait et cause pour Octavie et réclame son retour. Mais Poppée s'impose, et Néron fait assassiner Octavie. À nouveau, des inscriptions anonymes s'étalent sur les murs de Rome. Néron, meurtrier de son épouse. Le meurtre d'Octavie a beaucoup nui à Néron, parce qu'on exigeait d'un empereur qu'il se soumette aux usages romains. Cela supposait, entre autres, de se comporter en bon père de famille et en bon époux, et de traiter ses proches avec respect. De plus, Octavie jouissait d'une grande popularité. Le peuple s'est beaucoup ému de son sort. Cela a beaucoup nui à la réputation de Néron. Néron compose maintenant des poèmes qui vantent la chevelure couleur d'ambre de Poppée. En janvier 63, Poppée met au monde une fille. Le couple impérial est comblé. Un empereur qui montre ses sentiments, apprend le chant, compose des poèmes
et fait fi des conventions, ne peut que déplaire à la noblesse et aux chroniqueurs romains. La fille de Néron meurt à l'âge de 4 mois. La douleur de Néron fut aussi démesurée qu'avait été sa joie, écrit Tacite. Les contemporains de Néron pensaient en termes de rôles bien définis. Ils avaient certaines attentes vis-à-vis de leur prince, et ils ont été très étonnés de voir que Néron ne s'y conformait pas du tout. Mais il ne se conformait pas davantage au rôle du mauvais empereur, endossé par Tibère ou Caligula par exemple. C'était un empereur à part. Que faire d'un tel personnage? Le désarroi qu'il a provoqué se retrouve dans la littérature. Néron aurait pu trouver sa place parmi les bons empereurs, si l'incendie de Rome n'avait pas marqué à jamais la postérité. D'après Suétone et Dion Cassius, qui ne sont pas contemporains de l'événement, Néron aurait mis le feu à Rome et accusé les chrétiens de ce crime. Il aurait même fait exécuter Saint Pierre, rapportent des historiens chrétiens des siècles plus tard. Aujourd'hui, il est établi que ces accusations sont fausses. Néron n'a pas incendié Rome, ni persécuté les chrétiens.